Et bonjour, rebonjour à tous. Si vous nous suiviez déjà dans la précédente conférence, merci encore d'être ici pour cette Bilingual Fair 2020 qui commence aujourd'hui. Alors, si vous ne nous avez pas suivis dans la première, vous savez que la Bilingual Fair 2020, forcément, cette année, c'est un format un peu particulier. On ne se retrouvera pas tous ensemble dans une journée. On l'a changé pour être online. On n'a pas le choix. Mais ça nous donne beaucoup d'opportunités, notamment celle de parler de l'éducation bilingue partout aux États-Unis. Et même plus que ça, d'avoir des invités qui sont en France. C'est le cas de notre invité qu'on va retrouver tout à l'heure, Nabil Wakim. Avant ça, je voudrais faire un point juste sur le programme de la Bilingual Fair. Vous pouvez le retrouver sur bilingualfair.com avec beaucoup de sessions. On en a 15 en tout sur les 2 prochaines semaines. On a parlé école maternelle à New York et dans la région tout à l'heure. Demain, on parlera des écoles de l'offre à Boston. On aura mercredi à midi une très intéressante session sur l'apprentissage de la lecture pour tous ceux qui ont des enfants en bas âge, des enfants en train d'apprendre à lire et qui s'inquiètent parfois de conséquences du bilinguisme, la peur du mélange, la peur de l'apprentissage un peu reporté, etc., etc. Donc, on aura une experte qui va nous parler de tout ça, Marie Bouteillon, et puis on aura avec elle des éditeurs, des gens qui sont là pour nous parler de la façon dont on peut aider nos enfants, de tout ce qui existe pour les aider, de tous les conseils et astuces pour les parents angoissés que nous sommes tous. Le 12 novembre, jeudi, les écoles publiques à programme bilingue, et on retrouvera Fabrice Jomont, notre modérateur d'aujourd'hui, qui sera là aussi jeudi pour parler des programmes bilingues des écoles publiques à New York. Le 17 novembre, les collèges et les lycées français privés à New York et dans le New Jersey. Le 18 novembre, les écoles primaires et les collèges à New York. Ça, c'est simplement pour New York. Tout le programme en Californie, à Boston, Chicago, Seattle, Texas, Floride, tout ça, vous pouvez le retrouver sur bilingualfair.com. Et dans une seconde, on va se retrouver avec nos deux invités, Nabil Wakim et Fabrice Jomont, pour parler bilinguisme un peu des deux côtés de l'Atlantique sur un sujet un peu différent des autres conférences, mais ô combien intéressant. On se retrouve tout de suite après ça. Et merci à nos sponsors qui font bouillir la marmite et sans lesquels il n'y aurait pas de Bilingual Fair. Donc tout de suite, on va accueillir Nabil Wakim et Fabrice. Bonjour. Nabil, merci beaucoup d'être là. Nabil est journaliste au Monde et il vient de sortir un livre dont on parle pas mal, qui s'appelle L'Arabe pour tous. J'en ai même un exemplaire physique. Voilà. Et Fabrice Jomont, qui lui est attaché d'éducation à l'ambassade de France ici à New York, un grand spécialiste, évidemment, vous le connaissez si vous venez à la Bilingual Fair ou si vous lisez French Morning de temps en temps. Il a écrit notamment un livre sur la révolution bilingue. C'est à la fois un praticien et un théoricien du bilinguisme et un activiste de l'éducation bilingue en même temps, tout ça. Et ça va être une conversation, je pense, très intéressante parce qu'on va pouvoir parler de beaucoup de sujets, mais aussi parfois cette dichotomie entre ce que la France dit à l'étranger sur la promotion du bilinguisme, de l'éducation bilingue, et puis ce qu'elle fait à domicile avec ce qui est maintenant la deuxième langue parlée en France, qui est l'arabe. Et voilà, on va parler de tout ça. Je vais vous laisser avec Nabil et Fabrice pour évoquer ce livre. Encore une fois, le livre de Nabil qui vient de sortir, je crois, il y a 2 semaines, c'est ça? Il y a 3 semaines, oui, voilà, c'est ça. 3 semaines, exactement. À toi, Fabrice. Merci. Bonjour à tous. J'espère que tout marche très bien au niveau technologie. Nabil, bonjour. J'espère que tu es en pleine forme. Tout va bien ici à Paris, il est 8h du soir. Ok. Et de New York, donc, New York très joyeux en ce lundi. Je voulais d'abord te féliciter de ce livre que j'ai lu, dévoré même
en très peu de temps, j'ai pas pu me décrocher de ton livre et j'ai vu dedans énormément de choses auxquelles je me suis tout de suite retrouvé, notamment cette lutte pour nos enfants. Et c'est ce dont je voulais d'abord commencer un petit peu notre discussion, parce que je voulais savoir ce qui t'avait poussé un peu à écrire ce livre. C'est bien sûr une histoire personnelle, c'est aussi une histoire de famille. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est commencé? Voilà. Oui, alors simplement, ce livre qui s'appelle donc L'Arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France, il y a un peu deux fils à l'intérieur. C'est un livre qui est à la fois intime et politique. Intime parce que je raconte mon histoire avec la langue arabe. Moi, je suis né au Liban et je suis venu en France quand j'avais 4 ans avec mes parents. Et puis, l'arabe est ma langue maternelle, mais quelque part, entre mes 4 ans et mes presque 40 ans, j'ai, comme qui dirait, perdu l'arabe en cours de route. Et donc, j'ai voulu m'interroger et enquêter sur pourquoi j'avais perdu ma langue maternelle. D'ailleurs, le livre a failli s'appeler comme ça, a failli s'appeler Comment j'ai perdu ma langue. Et puis, il y a un autre aspect qui est plus politique, qui est plus un débat de société en France sur la place qu'on veut faire aux langues en général et en particulier à la langue arabe. Donc, il y avait un peu ces deux motivations-là. Mais c'est vrai qu'une des motivations premières, c'est celle d'être devenu moi-même père et d'avoir une fille et de me dire, bah, j'aimerais bien qu'elle parle l'arabe parce que ça fait partie de mon patrimoine culturel. Mais là, je me suis rendu compte que c'était très difficile de parler une langue, de transmettre une langue que moi, je ne parle pas. Et donc, ça m'a aussi beaucoup amené à m'interroger, à écrire. Dans ce livre, il y a des parties, comme tu l'as vu certainement, sur justement les linguistes, le bilinguisme, la capacité des enfants à apprendre les langues, chose que j'ai trouvé d'ailleurs absolument fascinante, mais qui est aussi un obstacle, je pense, pour beaucoup de parents dans l'apprentissage, l'enseignement des langues à leurs enfants. C'est important déjà. Bon, on est dans ce salon de l'éducation bilingue qu'organise French Morning depuis plusieurs années. Ça fait partie d'ailleurs de notre dynamisme, du fait qu'à New York, on s'intéresse de plus en plus à ces questions d'éducation bilingue. Mais c'est avant tout un sentiment que les parents éprouvent, c'est comment transmettre sa langue à ses enfants. Et c'est le point de départ, je pense, de nombreux parents qui regardent cette émission aujourd'hui. Et je crois que ce qui est important qu'on comprenne déjà dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il est possible aussi de perdre sa langue, et ça, c'est quelque chose que tu confirmes finalement. Oui, alors c'est vrai que c'est assez curieux. Pendant longtemps, j'ai vécu avec l'idée que quelque part, j'avais la langue arabe coincée quelque part dans ma tête, qu'il y avait un chip, une puce sur laquelle étaient stockées toutes les données et il fallait que je trouve la formule magique pour pouvoir déclencher la langue arabe. En réalité, les linguistes que je suis allé voir m'ont expliqué que c'était pas du tout comme ça et que bien sûr, on peut perdre sa langue première, sa langue maternelle, comme on l'appelle souvent. On peut la regagner aussi, c'est possible, mais c'est vrai que la question première, c'est celle de la pratique de la langue. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a un certain nombre de langues qu'on ne pratique pas, mais c'est vrai que dans beaucoup de sociétés, et notamment en France, les langues, il y a une forme aussi de hiérarchie sociale des langues, c'est-à-dire il y a des langues qui ont une bonne image et des langues qui ont une mauvaise image, de manière évidente, pour plein de raisons sur lesquelles on peut revenir. L'arabe n'a pas une très bonne image, n'est pas valorisé socialement, et donc on va plutôt valoriser un bilingue anglophone et francophone qu'un bilingue francophone et arabophone. Et donc ça, je crois que c'est vraiment important, l'idée qu'à la fois, il y a toujours le risque de perdre une langue qu'on ne pratique pas, mais en même temps, il y a l'espoir de pouvoir aussi reconquérir, réapprendre une langue, et à n'importe quel âge. Ça explique aussi les linguistes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a oublié ou perdu certains éléments qu'on les a perdus pour toujours. Et toi, tu parlais. J'y crois en tout cas très fort. Tu parlais arabe, c'est ça qui est. Tu parlais arabe, tu parlais d'ailleurs, tu t'en parles un peu dans ton livre, c'était avec ta grand-mère qui te le rappelait souvent. Donc il y avait vraiment. L'arabe faisait partie de toi et tu le pratiquais assez régulièrement. Oui, alors c'est vrai, même si, et ça je crois que ça existe dans toutes les familles ou pour toutes les langues, l'arabe que moi j'ai parlé et compris, c'était un arabe de la maison. C'est un arabe domestique, on pourrait dire maintenant un arabe confiné, je crois que c'est de saison. Mais donc du coup, je comprenais bien, et il me reste encore ce vocabulaire, ce champ lexical de la nourriture, de range ta chambre, range tes jouets, etc. Donc tout ça, si je l'entends dans un film en arabe, par exemple, c'est des mots qui vont m'évoquer quelque chose. Par contre,
contre, j'ai pas grandi en arabe. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis journaliste. Je m'occupe d'habitude du secteur de l'énergie, notamment du pétrole. Donc, j'ai souvent des interlocuteurs qui parlent arabe. Je n'ai aucune idée de comment je pourrais parler de ces sujets-là en arabe, alors que je suis capable de le faire en anglais, en espagnol, en français, sans vraiment de difficulté. Donc, c'est vrai qu'il y a une curiosité. Mais là aussi, il y a toujours cette idée de travail, d'entretien de la langue, de battre ce fer tant qu'il est chaud et de maintenir la langue vivante. Voilà. Et il y a un épisode très rigolo dans le livre quand tu dis que tu rentres souvent au Liban et que ton premier passage, ta première étape, c'est finalement l'immigration et ces agents qui regardent ton passeport et qui te regardent d'un coin de l'œil en disant est-ce que ce gars va nous parler en arabe ou pas, et toi-même d'ailleurs. Tu racontes ça, ce passage est assez touchant. C'est que finalement, tu te fais prendre très vite et démasquer très rapidement dans ta maîtrise de l'arabe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je connais suffisamment l'arabe pour pouvoir dire la première phrase qui dit en arabe je ne parle pas très bien l'arabe, mais ensuite la deuxième qui consisterait à faire un peu la conversation, je ne suis pas capable de le faire. Et d'une certaine manière, j'ai toujours cette angoisse et cette honte de ne pas maîtriser l'arabe quand j'arrive aux douanes de l'aéroport de Beyrouth ou de n'importe quel pays arabe d'ailleurs. Alors qu'en général, quand je rentre aux États-Unis, c'est pas forcément l'expérience de tous les Français aux États-Unis, mais en général, quand je rentre aux États-Unis, les douaniers sont en général super contents de voir en français. Ils me disent wow, you're French, that's great. Et donc ils sont super contents de me voir. Et donc j'assume beaucoup plus le fait d'être français et anglophone à cet endroit-là. Enfin, c'est des expériences qui sont assez différentes. Et tu parles français, tu parles anglais, tu parles l'espagnol, tu parles tout un tas de langues, si j'ai bien compris, mais pas l'arabe. Absolument. Et j'ai habité aux États-Unis. D'ailleurs, ma fille est née aux États-Unis. Et donc, il y a aujourd'hui l'interrogation de savoir si est-ce qu'il vaut mieux qu'elle apprenne d'abord l'anglais, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle apprenne d'abord l'arabe, parce que ces deux langues, d'une certaine manière et de manière très différente, font aussi partie de son histoire. Et donc, évidemment, ensuite, les enfants, quand ils grandissent, choisissent ce qu'ils décident de garder ou pas. Je crois que le défi pour nous, c'est d'arriver à leur donner des outils qui leur permettent de faire ces choix en toute conscience et en toute liberté. Et voilà, c'est difficile de dire, j'ai pas envie de mettre sur mon enfant une forme de pression de mes propres ratés à moi, mes propres angoisses à moi, de tout ce que je n'arrive pas à faire. Et en même temps, il y a quand même cette idée de dire, comme pour n'importe quel apprentissage, j'ai envie que mon enfant soit sur le meilleur chemin possible d'ouverture au monde, parce que l'apprentissage des langues, c'est des opportunités incroyables, culturelles, professionnelles, amicales, amoureuses, tout ça. En plus, ce qui est peut-être pas suffisamment dit, c'est que l'arabe, c'est la cinquième langue parlée au monde. C'est une langue riche en histoire, en culture. Et je sais même qu'aux États-Unis, les chiffres ont montré qu'il y a plus d'1 million de locuteurs d'arabe et c'est en nette progression avec des dizaines et des dizaines d'universités qui se mettent à enseigner l'arabe. Donc on se demande finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Déjà, qu'est-ce qui se passe en France avec l'arabe? Et pourquoi est-ce que quelqu'un comme toi, avec des enfants, avait du mal finalement à pouvoir préserver ce patrimoine linguistique? Alors, en France, l'enseignement de l'arabe est dans une très mauvaise situation. Alors, l'enseignement des langues vivantes, en général, connaît des difficultés, à part l'enseignement de l'anglais, mais dans le secondaire, l'enseignement des langues vivantes, en général, connaît des difficultés. L'enseignement de l'arabe, d'une certaine manière, encore plus. Il n'y a que 14 000 élèves sur tout le territoire français qui apprennent l'arabe en langue vivante au collège et au lycée. C'est 0,2% des élèves, donc on est vraiment dans le royaume de l'infiniment petit. Et c'est d'une certaine manière, il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire que l'arabe enseigné pour les enfants d'immigrés venus du Maghreb ou du Proche-Orient est souvent mal considéré comme une langue un peu de rebut, comme une langue de mauvaise classe dans des établissements scolaires qui ne sont pas forcément bons. À l'inverse, il existe aussi un arabe, entre guillemets, d'élite. Il y a une très forte tradition en France d'apprentissage de l'arabe qui date de François Ier, qui est ce qu'on appelle l'école arabisante, et qui enseigne l'arabe à Sciences Po, à Polytechnique, dans des écoles de commerce, dans certains grands lycées parisiens en prépa, en classe préparatoire. Et donc, il y a un peu ce paradoxe qui est que dans ces classes d'élite, on trouve finalement pas tant que ça d'enfants d'immigrés venus de pays arabes, dont les parents sont venus de pays arabophones, et à l'inverse, on a plutôt des classes, plutôt des classes caricaturalement d'immigrés, de pauvres, dans des zones d'éducation prioritaire dans lesquelles il y a ces classes d'arabe. Il n'y a pas l'intermédiaire, et c'est ce qui manque d'une certaine manière, c'est-à-dire un enseignement de l'arabe comme une langue vivante normale et qui ouvrirait des portes
à la fois aux arabo-descendants, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui ont envie d'apprendre l'arabe. Moi, j'ai pris des cours d'arabe aux États-Unis parce que j'ai passé un an à Harvard, et c'était très intéressant de voir que dans ce cours, il y avait des gens vraiment de tous horizons. Il y avait des gens il y avait des Américains. Alors, il y avait des gens qui voulaient devenir diplomates ou Marines et qui, du coup, faisaient cette formation-là en se disant, bon, ça va m'ouvrir des portes. Il y avait des gens qui étaient de familles immigrées qui venaient de beaucoup de pays du monde. Certains venaient avec une intention religieuse, d'autres avec une intention culturelle. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'étudiants américains venus de plein d'États différents des États-Unis qui avaient envie d'apprendre l'arabe. Et c'était un melting pot très intéressant parce qu'il y avait déjà, rien que dans les échanges dans la classe, un mélange de cultures qui était très intéressant. J'ajoute qu'il y a aux États-Unis une histoire de l'immigration venue du monde arabe qui est très ancienne et que certaines régions, c'est notamment le cas à Detroit ou à Boston, dans tout le Massachusetts, il y a une histoire d'immigration qui date du début du XXe siècle, qui est très très forte et dont on trouve les traces à Ellis Island. Et donc il y a beaucoup là-bas de pratiques de l'arabe, de magasins, de librairies, etc. D'ailleurs, en face de la Public Library de Boston, il y a un monument d'hommage à un écrivain et poète libanais qui s'appelle Khalil Gibran, qui a longtemps habité à Boston. C'est justement une histoire qui remonte. Justement, Khalil Gibran, j'en parle aussi dans mon livre, et c'est la première école à Brooklyn à avoir ouvert un programme bilingue en arabe et en anglais, s'appelait l'école Khalil Gibran. Et l'idée de ce poète, c'était de rassembler les cultures, de les rapprocher. Et le fait que cette école de Brooklyn, une école publique, choisisse de lui donner son nom, c'était tout un symbole. Malheureusement, et c'est là où les histoires comme ça ne sont pas toujours très faciles, dès que ce programme s'est ouvert, en 2007, d'ailleurs, c'était en même temps que on ouvrait, nous, un programme bilingue en français et en anglais à Brooklyn, à quelques rues de ce programme. Eh bien, figure-toi que le programme d'arabe Khalil Gibran se faisait descendre par le New York Post, alors que le programme de français se faisait chanter les louanges par le New York Times. Donc, il y avait cette espèce dès le départ, de bataille qui s'était mise en place, c'est-à-dire que le bilinguisme n'est pas le même d'une communauté à l'autre, même à New York. Après, ces histoires-là ont changé, elles ont évolué, et aujourd'hui, il existe, en tout cas à Brooklyn, un programme dans une école publique avec un programme bilingue en arabe, de la maternelle jusqu'au collège, où des enfants arabophones, mais aussi des Chinois, des Russes, viennent apprendre l'arabe. Donc, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir un jour en France ? Alors, oui, c'est absolument possible, et d'ailleurs ça existe. Il y a alors en tout cas dans le secondaire, il y a des classes bilingues qui existent, donc dès la 6e, où il est possible d'apprendre et l'arabe et l'anglais par exemple pour des collégiens français, et là où ça existe, a priori ça se passe plutôt bien, mais il y a un peu le même type d'effet, c'est-à-dire que là où des classes d'arabe ouvrent, il y a souvent des campagnes, alors pas forcément de presse, mais parfois en ligne, où certains élus locaux sont très rétifs à ce que des classes d'arabe ouvrent. Parfois c'est même les chefs d'établissement ou certains enseignants qui se disent « oulala, mais en fait, ça va amener une population différente dans mon établissement » et donc qui craignent le fait de se retrouver avec une classe d'arabe qui ouvre chez eux. Et donc, il y a tout un travail pédagogique qui doit être fait, et ça qui doit être mené d'une certaine manière par en haut et par en bas, si j'ose dire, c'est-à-dire à la fois par une volonté politique de la part du ministère de l'Éducation nationale, et ça, il y a eu, suivant les ministres successifs, plus ou moins de bonne volonté à le faire, et puis par ailleurs, au sein des établissements scolaires, les parents, les enseignants, là où ils arrivent à travailler ensemble. Je donne un exemple dans mon livre d'une ville en région parisienne, à Aubervilliers, où ils ont réussi à faire ouvrir 5 classes d'arabe dans des établissements différents, alors qu'il y en avait 0, tout ça en l'espace de quelques années, parce qu'il y a eu un travail intelligent ensemble entre la commune, les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, les enseignants, les directeurs d'établissement. Donc voilà, il y a un besoin aussi de faire cette pédagogie pour trouver cette concorde pour ouvrir des classes. Mais c'est un point qui est très important, ce que tu disais sur le New York Post, parce qu'en France, tout ça a un énorme impact, c'est-à-dire le fait de mener des campagnes stéréotypées, d'amalgame xénophobe autour de la langue arabe est devenu récurrent. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un ministre de l'Éducation nationale qui dit « Ah, ça serait bien de renforcer un peu l'apprentissage de la langue arabe », le président Emmanuel Macron l'a dit encore début octobre lors de son discours au Muro sur le séparatisme, il a dit qu'il faudrait soutenir l'enseignement de la langue arabe, et à chaque fois, on revoit poindre la même polémique qui dit « arabe égale islam, islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme », et donc il y a ces caricatures
caricatures qui existent toujours et qui tiennent souvent d'ailleurs pour certains d'une méconnaissance complète de ce qu'est la langue arabe, puisque la langue arabe n'est pas nécessairement liée à l'islam. D'ailleurs, la plupart des musulmans dans le monde ne parlent pas l'arabe. Et puis, il y a aussi des millions d'arabophones qui sont chrétiens, athées, que sais-je encore, et qui ne sont pas forcément musulmans. Et d'ailleurs, c'est le cas en France également. Et donc, voilà, il y a tous ces stéréotypes qui pèsent très lourd aussi sur la capacité à agir et à rendre l'enseignement de l'arabe d'une certaine manière plus simple, dépolitisé, dépassionné, et que ce soit d'abord l'enseignement d'une langue vivante, ouverte à tous et à toutes. Et je pense que tu en parles aussi dans ton livre, et j'en fais le même constat, c'est que les parents, parfois, ne veulent pas parler l'arabe à leurs enfants, ne veulent même pas le transmettre. C'est juste parfois par une peur. C'est la même chose, finalement, que j'ai découvert ici avec les hispanophones qui préfèrent ne pas transmettre la langue de peur de subir des discriminations, et de se faire attaquer dans la rue. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend encore aujourd'hui. Si quelqu'un parle en espagnol dans un supermarché, il peut se faire insulter, etc. Donc, finalement, il y a aussi un travail à faire avec les parents et leur dire it's okay, vous pouvez aussi le faire. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Je pense que ça, c'est un sujet qui est très important, c'est-à-dire, d'une certaine manière, on peut penser et dire, oui, l'éducation nationale, il faut qu'elle fasse ci, ça, etc. Mais il y a effectivement un sujet à l'intérieur des familles qui, de manière consciente ou inconsciente, font le choix de ne pas miser sur la langue arabe en se disant, bon, est-ce que c'est ce qui va être le plus profitable pour mon enfant dans son parcours scolaire, dans son parcours professionnel? Est-ce que je lui assure le meilleur chemin de réussite? Alors évidemment, tout le monde ne se pose pas les questions exactement comme ça, mais au final, c'est quand même un peu ça. Tout le monde veut le meilleur chemin pour son enfant, évidemment. Et donc, il y a parfois cette idée de se dire, oui, il va être mal perçu s'il parle l'arabe. Parfois, c'est une demande, y compris des enfants eux-mêmes. Moi-même, quand j'étais ado, j'avais pas envie que ma mère me parle arabe à la sortie de l'école, parce que j'avais pas envie d'être catégorisé de cette manière-là. Et j'avais honte, en fait, d'entendre même cette langue. Et effectivement, je pense que c'est des mécanismes qui existent aussi aux États-Unis, même si l'espagnol a une place maintenant beaucoup plus importante que de l'arabe en France. Et puis, il y a une spécificité aussi de la langue arabe en France, qui est que c'est aussi maintenant une langue qui est très associée, malheureusement, aux attentats terroristes qu'a connu la France ces dernières années. Et donc, l'idée, par exemple, que quelqu'un dise Allahu Akbar dans la rue, ou Allah Ma'ak, qui sont des phrases comme Allah est le plus grand, ou Allah est avec toi, que Allah soit avec toi, sachant qu'en arabe on dit Allah pour Dieu. Donc même les chrétiens, ma grand-mère chrétienne disait Allah pour parler de Dieu. Eh bien, rien que ces phrases-là peuvent susciter en France, prononcées dans le métro, de l'inquiétude, de la sidération de la part de passants. Et ça, les arabophones en France le savent bien. Et les jeunes qui ont grandi en France le savent bien. Et donc, il y a aussi un peu cette idée de se dire, bon, si j'ai envie de réussir, de bien m'intégrer, d'avoir le meilleur chemin de réussite professionnelle, peut-être qu'il vaut mieux que j'évite. Voilà. Et alors, toi, quels seraient les conseils que tu donnerais aux parents, finalement? Parce que toi-même, tu passes un petit peu par tous ces chemins, et à la fois pour toi, pour récupérer ta langue, mais aussi pour ta fille. C'est une fille, hein, que tu as. J'ai une fille, ouais, absolument. Alors, je ne sais pas si je suis capable de donner des conseils, mais je pense en tout cas qu'il y a eu pendant longtemps l'idée que, et en tout cas dans l'éducation nationale française, que le bilinguisme était un problème dans les familles. C'est-à-dire, pendant longtemps, les enseignants ont dit aux familles, non mais ne lui parlez que français à la maison, ne lui parlez pas sa langue maternelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens reviennent de cette idée-là, et notamment, y compris au sein de l'éducation nationale, disent, mais non, pratiquez votre langue à la maison et d'une certaine manière, valorisez-la pour ce qu'elle a de bon. Les enfants sont tout à fait capables d'apprendre plusieurs langues, ils le font d'ailleurs souvent bien mieux que nous, et je crois qu'au contraire, la question c'est plutôt de dire quelle place je donne à chacune des langues que je pratique. À quoi me sert chacune de ces langues dans ma vie? Moi, je me rends compte que je ne m'exprime pas de la même manière en anglais, en espagnol, en français. Je n'utilise pas le même type d'expression et pas les mêmes champs lexicaux. Et ben, c'est un peu la même chose dans une famille, y compris dans une famille dans un couple mixte où chacun vient avec sa langue, et ben là aussi, je pense pour les enfants, c'est aussi d'une certaine manière une chance parce qu'ils peuvent attraper dans chacune des langues des expressions, des moyens, des outils qui leur permettent de faire face à des choses différentes dans la vie. Et donc, je pense qu'il faut le faire de manière unapologétique, comme on dirait aux États-Unis, vraiment sans craindre de conséquences négatives pour les enfants. Les linguistes disent tous que dans les
premières années d'expression, il peut y avoir des moments de difficulté pour les enfants qui sont confrontés à plusieurs langues, c'est vrai, mais en général, c'est résorbé très vite et les avantages sont bien supérieurs aux inconvénients. C'est vrai, c'est ce que je répète tous les jours, j'ai l'impression. Mais ce que j'ai remarqué, moi, avec les on ne s'était pas coordonné avant. Les familles que je rencontre, en tout cas les familles françaises, surtout, c'est ce qui est important de le dire, c'est qu'une fois qu'elles sont ici aux États-Unis, elles revendiquent ce droit à pouvoir garder notre langue, à pouvoir transmettre notre langue. Et c'est à la fois très touchant et aussi, on peut se dire, mais pourquoi pas finalement toutes les langues et tous les locuteurs. Je pense que c'est un besoin universel que de vouloir transmettre sa langue et de vouloir garder ce lien, même ce lien entre les générations. C'est-à-dire, est-ce que mes filles pourront parler à mes parents, leur écrire ou leur parler sur Skype le dimanche ou des choses comme ça? Est-ce qu'elles pourront leur envoyer des cartes pendant les vacances? C'est les choses qui, moi, me préoccupent, mais beaucoup de Français ici sont préoccupés par ces questions-là. Et d'ailleurs, ça en fait d'eux des entrepreneurs de l'éducation bilingue, puisque là, c'est ce qu'on constate avec Emmanuel Saint-Martin et French Morning, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives, que ce soit au niveau des crèches, que ce soit dans les écoles publiques, que ce soit les initiatives des établissements privés. Ça foisonne, et maintenant même en ligne, il y a énormément de choses qui se passent en ligne. Donc finalement, qu'est-ce que toi, tu pourrais finalement ramener avec toi? Et est-ce que tu penses faire la révolution bilingue en France? C'est une chose qui est nécessaire aujourd'hui. Je crois que la France et les États-Unis ont de ce point de vue-là des histoires qui sont extrêmement différentes. La France a une histoire d'unification de son territoire et de la nation française avec la langue française, et y compris la France s'est construite contre les langues régionales. On a tous en tête, je pense en tout cas les Français qui ont étudié en France, ont en tête dans nos livres d'histoire ces panneaux avec marqué « interdit de parler breton et de cracher par terre ». Et donc il y a l'idée, et je le vois bien d'ailleurs depuis la sortie du livre, dans certaines des réactions hostiles que je reçois, il y a un peu cette idée de, en France, on doit parler français et presque uniquement le français. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est une idée qu'il faut combattre. La France a en réalité toujours été riche de ces langues, qu'il s'agisse de langues régionales ou de langues d'immigration, et y compris, je pense aussi aux langues d'outre-mer, au créole des Antilles et de la Réunion. Et je crois que les États-Unis, en tout cas, j'ai plaisir à croire que l'histoire américaine est plus ouverte sur cette richesse linguistique, aussi parce que les différentes vagues d'immigration aux États-Unis ont amené avec elles des langues qui continuent d'être pratiquées aujourd'hui, même si cette transmission n'est évidemment jamais parfaite. Les Italiens de Boston ou de New York aujourd'hui ne parlent peut-être plus l'italien, mais ils ont maintenu vivant une partie de cette culture italienne, peut-être plus que les petits-enfants d'Italiens en France. Et donc, je crois qu'il y a une vraie chance de pouvoir le faire aux États-Unis. Et je pense que les parents français aux États-Unis ont raison de se dire, en fait, je peux conserver le français pour mes enfants, même si je vis aux États-Unis depuis 10, 15, 20 ans. Et moi, je connais des familles françaises aux États-Unis ou des couples mixtes franco-américains qui l'ont fait pour leurs enfants, qui aujourd'hui ont 18 ou 20 ans. Et ils sont ravis, ces adolescents, de pouvoir venir faire une année d'études en France, repartir ensuite aux États-Unis, avoir des cousins et des copains en France, pouvoir parler avec leurs grands-parents. C'est une vraie richesse. C'est-à-dire le fait de maintenir ce lien et de ne pas le rompre. C'est peut-être une banalité ce que je dis pour la plupart des gens qui nous écoutent, mais je crois que c'est vraiment important de le maintenir. Parfois c'est pénible. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais tout sauf envie d'apprendre l'arabe, mais aujourd'hui je regrette de ne pas l'avoir fait. Donc il y a un équilibre évidemment à trouver pour pas imposer aux enfants quelque chose qui soit trop lourd, mais tout ça peut se faire aussi dans le jeu, dans la vie quotidienne, dans l'échange, et je crois que ça peut être très enrichissant pour les enfants. Et en plus, d'une certaine manière, aux États-Unis, quand même dans beaucoup de villes américaines, c'est quand même une marque d'être très très cool de maîtriser la langue française quand on a 10 ou 15 ans. Il faut aussi prendre plaisir aux langues. On a fait avec Emmanuel un podcast là, sur ce sujet-là. C'est la notion de plaisir. Les enfants réagissent surtout à ça. Il faut se sentir heureux de parler, de pratiquer sa langue et pas sentir une pression supplémentaires, pas forcément qui viennent des parents, mais qui viennent de notre société, de ce qui nous entoure. Et ça, je crois qu'on n'y pense pas assez, on n'en parle pas assez. Les enfants, finalement, ont besoin d'être heureux avec leur langue. Absolument. Et dans le cas, par exemple, de l'enseignement de l'arabe en France, c'est un des sujets, puisque
comme l'école publique ne prend pas énormément en compte cette demande d'un certain nombre de parents d'enseignement de l'arabe, beaucoup de parents se tournent vers l'enseignement religieux. Et l'enseignement dans les mosquées en France ou les associations cultuelles est souvent un enseignement très d'apprentissage par cœur, souvent de textes religieux, et donc il est jugé assez ennuyeux par les enfants. Et donc il y a du coup beaucoup d'enfants qui apprennent l'arabe comme une langue un peu figée, comme une langue qui n'est pas très dynamique, et sans se prononcer d'ailleurs sur le fond du sujet de dire est-ce que c'est bien d'apprendre une langue dans une mosquée ou plutôt qu'à l'école publique, etc., qui est encore un autre débat. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre les langues comme des langues vivantes. Et les langues qui sont d'une certaine manière des langues de patrimoine qu'on a envie de transmettre parce que ce sont nos langues, effectivement, il faut se forcer, et parfois c'est difficile, à les faire vivre, à les rendre compatibles avec le pays dans lequel on vit, pour les rendre aussi attractives. Moi, d'une certaine manière, dans mon expérience, quand j'étais enfant, adolescent, l'arabe, c'était pas attractif pour moi. C'était une langue dont j'avais pas envie d'entendre parler. Et mes parents avaient autre chose à faire que de se préoccuper de savoir pourquoi j'avais envie ou pas d'apprendre l'arabe. Mais je crois qu'il faut se poser cette question-là. Comment on rend les langues qu'on a envie d'apprendre à ses enfants cool et accessibles? Alors, tu n'es pas le seul à penser tout ça, et j'ai l'impression que dans le travail d'enquête phénoménal que tu as mené pour l'écriture du livre, tu as finalement obtenu des témoignages de tout un tas de personnalités politiques, des journalistes, des chercheurs. Et tu peux nous parler un peu de ça? Finalement, ça m'intéresse moi personnellement parce que j'aime beaucoup ce travail de recherche quand on écrit un livre, mais quel a été ton parcours et ton processus? Alors, en réalité, moi, je suis parti de mon expérience personnelle, donc celles et ceux peut-être qui auront le livre entre les mains, soit en e-book, soit en physique, pourront le voir. Donc, je raconte mon expérience personnelle, mais mon expérience personnelle, d'une certaine manière, elle ne fait pas un livre. C'est pas suffisant. Moi, Nabil Wakim, ma vie n'est pas suffisamment intéressante pour faire un livre. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai confronté mon expérience personnelle à celle d'autres gens dont je me disais qu'ils devaient avoir quelque chose à dire là-dessus. Donc, je suis allé voir des artistes comme la chanteuse Camélia Jordana, je suis allé voir des anciennes ministres comme Myriam El Khomri ou Najat Vallaud-Belkacem, je suis allé voir des journalistes qui présentent des émissions à la télévision française, et j'avais un peu cette idée-là aussi d'aller voir des figures, entre guillemets, c'est-à-dire des Arabes qui, dans la compréhension collective, sont plutôt des gens qui ont réussi professionnellement, socialement, en me disant, bah tiens, quel lien, eux, ils entretiennent avec la langue arabe. Et donc, je leur ai un peu posé d'abord cette question-là, en disant, bah alors, est-ce que vous parlez l'arabe? Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? Et en fait, j'ai été surpris de constater que l'immense majorité d'entre eux avaient une histoire assez similaire à la mienne. C'est-à-dire, moi, je pensais qu'étant libanais, d'une famille chrétienne, un pays assez francophone, bah, peut-être que j'avais cette spécificité. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la même chose pour les Maghrébins, c'était la même chose pour les enfants d'Égyptiens ou de Soudanais, c'est-à-dire qu'il y avait quand même cette question commune de dire, ben, en fait, est-ce que finalement ma progression sociale dans la société française, je ne l'ai pas obtenue aussi en mettant l'arabe de côté, en ignorant cette part arabe de moi-même finalement, et cette part de langue arabe que j'ai, et beaucoup d'entre eux qui sont dans des tranches d'âge assez proches aussi de la mienne, ont justement des enfants, se posent la question de la transmission de la langue aux enfants, et donc j'avais envie de confronter mon histoire aux autres. Donc voilà, il y avait ce premier bloc qui était un bloc comme ça de témoignages, mon témoignage et ceux d'autres enfants d'immigration devenus parents issus de l'immigration. Et puis, il y a à côté de ça une enquête plus journalistique, plus classique, pour essayer de comprendre comment fonctionne l'enseignement dans l'éducation nationale, comment fonctionne l'enseignement dans les mosquées, quelles sont les polémiques politiques, les controverses liées à l'enseignement de l'arabe, quelles ont été les différentes positions des ministres et des présidents de la République sur le sujet, etc. Donc, c'est une sorte de combinaison qui est finalement dans une approche journalistique assez américaine, très aussi qui part de mon expérience personnelle pour essayer d'ouvrir ensuite de manière plus large. C'est très différent de ma pratique journalistique en tant que journaliste au Monde, où jamais je n'écrirais de cette manière-là, en m'impliquant personnellement, donnant mon opinion, racontant mon histoire, qui n'intéresserait personne d'ailleurs dans les pages du journal. Et pour maintenant, le livre est sorti depuis 3 semaines. Qu'est-ce que tu en apprends? Est-ce que tu as un retour sur Oui, alors ce qui est très intéressant pour moi, c'est que je reçois énormément de courriers de lectrices et de lecteurs, et beaucoup de témoignages, et évidemment de beaucoup de parents
qui me racontent leurs débats, leurs angoisses, leurs inquiétudes sur comment transmettre leur langue à leurs enfants. Alors évidemment de beaucoup d'arabophones ou d'arabo-descendants, mais aussi, encore aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'un monsieur breton qui me dit, bah voilà, moi, mon arrière-grand-mère parlait breton, je me rappelle d'elle parlant breton, mes grands-parents parlaient breton, mais ils ne le parlaient qu'à la maison, mes parents ont refusé de le parler, et moi, c'est une langue que je ne parlerai jamais, elle est perdue pour toujours dans ma famille. Je vois tout à l'heure qu'il y avait un monsieur qui dans les questions qui sont passées, qui disait ma langue maternelle est un dialecte allemand en France. J'ai reçu aussi 2 lettres de personnes qui parlaient un dialecte allemand en France dans les années 50. Donc on imagine que c'était une période où c'était pas forcément évident d'être perçu comme parlant une langue proche de l'allemand. Enfin, c'est intéressant parce que je reçois aussi des lettres d'autres immigrations italiennes, espagnoles, portugaises qui se posent ces questions-là. Donc je suis très content de ça parce que je me dis que cette question-là de la langue, qui est une question assez intime, en fait, c'est un sujet qui reste à ouvrir pour beaucoup de gens et dont ils se posent et sur lequel ils se posent encore beaucoup de questions sur comment manier ce sujet-là avec leur famille, avec leurs enfants, parfois avec leur belle famille, etc. Et c'est un sujet bourré d'émotions, bourré de sentiments. Chaque fois qu'on en parle ici, en tout cas avec des enseignants ou avec des parents, il y a beaucoup d'émotions, parfois des larmes aussi, parfois des choses qui sont refoulées, qui ne sont pas dites. Ça n'est jamais vraiment indifférent. Donc j'ai l'impression que tu vas forcément tomber sur des tas de gens qui ne vont pas être indifférents à ce que tu cherches à dire et à démontrer. Mais je voulais peut-être pas partir sur d'autres questions et peut-être aussi laisser la place au public. C'est de poser votre question. N'hésitez pas à les taper sur Facebook et YouTube, et puis on les verra apparaître. Pour moi, la question forcément qui me préoccupe presque tout le temps ici, c'est comment faire pour trouver des profs, comment les former, et comment faire pour les faire venir ici, comment faire pour finalement qu'ils enseignent ce qu'on a vraiment envie qu'ils enseignent. Est-ce que tu as beaucoup pensé à ces questions-là au niveau des enseignants et comment les aider? Oui, alors c'est vrai qu'en France, il y a un sujet spécifique qui est qu'on ouvre très peu de places pour recruter des enseignants d'arabe pour les concours d'enseignement public. Donc, c'est absolument évident, pour donner des cours, il faut des enseignants et il faut des heures de cours. Et donc, pour ça, il faut former des enseignants. Et c'est vrai que d'une certaine manière, la tradition française fait que souvent on aimerait bien former des agrégés qui soient les plus experts et les meilleurs praticiens de la langue, ce qui est très bien et ce dont on a besoin. Mais en fait, on pourrait aussi faire ce qu'on fait par exemple pour l'anglais, c'est-à-dire aussi avoir des assistants de langue, des gens qui peuvent aider un enseignant à répartir des heures de cours, par exemple. Voilà, il y a une question à la fois de volonté politique et un peu de moyens pour dire bon bah voilà, on met les moyens, mais il y a aussi d'une certaine manière un peu de pragmatisme à trouver pour essayer de trouver des astuces qui permettent d'avoir le plus grand nombre d'enfants qui se retrouvent confrontés à la langue pour assurer. Et tu en as parlé tout à l'heure en parlant de cette école de Brooklyn, je crois que c'est vraiment important d'assurer la continuité pédagogique. Un des gros problèmes en France, c'est qu'il y a des enfants qui se retrouvent par exemple dans un collège où ils peuvent faire des cours d'arabe, mais le lycée où ils vont ne propose pas d'arabe. Ou à l'inverse, qui sont dans une école primaire où il y a des cours d'arabe, ce qui arrive parfois, mais le collège de leur secteur n'en a pas. Et donc c'est ça le vrai problème pour les enfants, c'est qu'il faut, et les élèves, leur assurer une continuité pédagogique la plus longue possible, encore une fois, sans les forcer à apprendre une langue qu'ils n'auraient pas envie d'apprendre, mais leur donner les moyens de pouvoir y accéder sur la longue durée. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Oui, la question du continuum, et ça, c'est quelque chose qui nous concerne ici dans la communauté française aussi. Bien sûr, il existe de très, très bons lycées qui proposent un programme de bac, etc. Mais ensuite, il y a très peu d'options dans le système public qui permettent ce continuum, et c'est la grande inquiétude. C'est que vont faire les enfants, que vont-ils choisir? Est-ce que les années de primaire vont suffire pour arriver à un niveau, pas uniquement de bilinguisme, mais de bilettrisme aussi, capable d'écrire, ce qui en français, bien sûr, est difficile, et en arabe, j'imagine à peine ce que ça signifie. En tout cas, c'est un phénomène qui, finalement, on le sent, est le même
entre la France et les États-Unis, c'est qu'on arrive à comprendre, en tout cas c'est peut-être le même de manière inverse, c'est qu'ici les écoles primaires avec des programmes bilingues fleurissent un peu partout, mais dans des tas de langues. Et à New York, on en trouve en chinois, en espagnol, en coréen, en ourdou, en bengali, en italien, en russe, en allemand. Il y a 15 langues proposées à New York dans des filières bilingues. Mais bien sûr, tout ça s'arrête au niveau du collège, middle school. Ouais. Après ça, plus rien. Et là, il va falloir encore travailler, il va falloir encore changer ces mentalités pour faire comprendre qu'avec le multilinguisme, on peut arriver à créer des citoyens très ouverts sur le monde et très doués aussi. Oui, même si c'est vrai que, encore une fois, moi je suis fondamentalement convaincu des bénéfices du bilinguisme et du plurilinguisme, mais maintenant c'est vrai qu'il faut trouver une manière de faire aussi pour que les enfants et les adolescents aussi aient envie de l'être et voient la richesse de ces langues. Moi, si j'ai eu envie d'apprendre l'anglais et j'ai adoré apprendre l'anglais quand j'étais collégien, c'est parce que j'écoutais de la musique en anglais, j'avais envie de regarder des Star Wars en anglais, voilà, et je trouvais ça super cool. Et plus tard, j'ai eu envie d'apprendre l'espagnol parce que je trouvais que c'était une langue chantante qui me plaisait et qui me faisait envie et que j'avais envie d'aller étudier en Espagne. Et donc, je crois qu'il y a aussi une question, j'allais dire, culturelle au sens vraiment très large, qui est de rendre attractives les langues pour les enfants, pour les adolescents, pour en faire quelque chose qui leur fait découvrir un monde. C'est-à-dire, j'apprends pas une langue juste pour apprendre une langue, j'apprends une langue pour découvrir des chansons, des films, connaître des gens, avoir des amis. Voilà, moi, finalement, si je parle mieux l'anglais et l'espagnol, c'est aussi parce que j'ai des amis avec qui je peux échanger régulièrement en anglais et en espagnol, et je prenais pas le soin de le faire avec ma grand-mère ou mes cousins en arabe. Alors, je viens de voir passer un petit message d'Emmanuel. On va faire une petite pause de quelques secondes pour voir nos sponsors. C'est très américain, mais ça se fait comme ça aussi ici. Voilà, Emmanuel, je te renvoie à l'antenne. Est-ce que ça donne envie d'aller au Québec? Bien sûr. Autre contexte du multilinguisme et bien sûr précurseur, parce que le Canada, d'une certaine manière, a commencé avant tout le monde et nous a inspiré aux États-Unis dès les années 70 à créer des programmes d'immersion. Et c'est un petit peu cette mode qui se développe ici, les programmes d'immersion. On en a, nous, pour la langue française, près de 180 sur les États-Unis, dans une trentaine d'États. Mais on en trouve bien sûr des milliers en espagnol. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, moi, voir un peu partout, dans nos, pas uniquement dans nos grandes villes en France, mais aussi même dans les campagnes, pourquoi pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose que les Français souhaitent, en tout cas. Peut-être c'est que l'anglais, mais il faut commencer quelque part, finalement. Oui. Mais c'est vrai que l'exemple du Canada est évidemment toujours intéressant parce qu'il rappelle aux Français quelque chose qu'ils oublient très souvent, qui est que énormément, en réalité, de pays dans le monde ont une population qui est bilingue ou plurilingue. Dans beaucoup de pays du monde, les gens pratiquent plusieurs langues. C'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays, par exemple d'Afrique francophone, où les gens parlent le français, mais ils parlent aussi souvent une autre langue, parfois une troisième langue dans leur famille et une autre dans leur travail, et ils parlent par ailleurs le français. Et donc, c'est vrai qu'en France, on a tendance à penser que le monolinguisme est une norme très répandue. En réalité, c'est quand même plutôt une exception. Et quand on pense maintenant effectivement à l'Amérique du Nord, on voit qu'il y a des dizaines de millions de locuteurs de plusieurs langues, même si, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent toutes ces langues de la même manière et pour les mêmes fonctions dans la vie de tous les jours. Alors, mon grand gourou de l'éducation bilingue aux États-Unis s'appelle Greg Roberts. Et lui, il dit que le monolinguisme, en fait, c'est l'illettrisme du 21e siècle.
Est-ce que tu es d'accord? Oui, peut-être, même si c'est vrai que d'une certaine manière, là aussi, il y a souvent une vision un peu figée et caricaturale des langues. La langue française, elle a différentes manières d'être parlée, déjà sur le territoire français, mais aussi dans le monde. On ne parle pas au Québec de la même manière qu'en Suisse, qu'en Afrique subsaharienne, et aussi, d'une certaine manière, même dans le monolinguisme, il faut aussi accepter les différences à l'intérieur d'une même langue. Je crois que les anglo-saxons, eux, savent très bien le faire. On ne parle pas le même anglais en Australie, au Nigeria, et au Texas et dans le Massachusetts, et ça semble à peu près normal. Je crois qu'en France, il y a quand même une vision de la langue qui est relativement, qui est parfois un peu fermée, où il faudrait que tout le monde soit dans le même petit carré exactement de la même manière, alors qu'il est évident que ce n'est pas le cas. On le voit bien, par exemple, dans les médias français, on a rarement des présentateurs ou des présentatrices à la télévision, par exemple, qui ont un accent marqué du Sud, qui parlent avec un phrasé créole, par exemple. Ça, c'est très rare. Alors maintenant, on a un Premier ministre en France qui a un accent du Sud-Ouest. Je crois que c'est à peu près une première. Hein. Oui, c'est ça. Ça commence par les accents, finalement. Bon, j'essaie de cacher mon accent à moi, même si je viens du nord de la France. Mais on a obligé, quand on va à l'école, c'est aussi de s'uniformiser et de perdre cet accent. Moi, je l'ai vu en devenant journaliste. Dans les écoles de journalisme, on apprend à parler tous de la même manière. Et donc, moi, j'étais dans une école de journalisme où il y avait des gens qui venaient de toute la France. Certains ont appris à lisser leurs accents pour essayer d'être dans la norme de ce français standard dont on imagine qu'il est celui de tous les Français. Mais c'est déjà pas la réalité. Le français, il est divers et en réalité, c'est une bonne chose et on devrait s'en féliciter. Et ça, je crois qu'aux États-Unis, il y a quand même plus d'ouverture là-dessus. D'abord par la taille du pays, mais aussi parce que les pratiques de la langue sont très différentes entre les différentes régions, les différents États. Oui, alors il vaut mieux parler français, mais en tout cas pour un francophone qui parle anglais, il vaut mieux garder cet accent français, puisque c'est quand même très bien perçu aux États-Unis. Mais ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que quand on parle effectivement l'anglais avec un accent français, beaucoup de Français croient que c'est ridicule. En réalité, c'est souvent assez bien perçu, c'est même parfois considéré comme un peu séduisant. À l'inverse, c'est vrai qu'en France, le fait de parler le français avec un fort phrasé arabophone, par exemple, ça va être considéré comme ridicule, ça sera moqué de la même manière que les pieds noirs étaient moqués dans leur manière de parler français, dans la manière d'appuyer sur certains mots, de la même manière qu'on se moque effectivement de l'accent du Nord, de l'accent ch'ti en France comme étant bourru, comme étant rural, un peu populaire. Je crois que derrière ça, derrière ces considérations, il y a évidemment des considérations sociales de la part des Américains, quand même les Français sont considérés comme des gens raffinés. De la part des Français, peut-être qu'ils pensent que les Français du Nord ou les Arabes ne sont pas justement des gens raffinés. Et donc on voit bien que la langue, elle charrie avec elle des stéréotypes, des visions de la société, des histoires, bien sûr, d'immigration qui sont à la fois personnelles, mais qui sont aussi très politiques finalement. Alors finalement, est-ce que tu as repris les livres et les cours? Alors, on en est en France à notre deuxième lockdown. Donc maintenant, j'ai plus vraiment d'excuses. Donc j'ai fait comme beaucoup de gens finalement. Et c'est pour ça que j'ai fait des références tout à l'heure, c'est-à-dire je me suis remis à regarder des films, à écouter des chansons en arabe, c'est-à-dire j'ai souvent pris des cours et j'ai souvent eu des difficultés. Je me suis dit finalement il faut aussi que je fasse rentrer l'arabe plus dans ma vie si je veux l'apprendre, c'est-à-dire que je peux noircir des pages de Kayyem et si derrière je n'en fais rien, je ne pratique pas, ça ne servira à rien. Donc voilà, pour l'instant je suis dans une phase de reconquête culturelle, on va dire. Alors dis-nous, qu'est-ce qui est difficile avec l'arabe alors, quand on souhaite l'apprendre? Alors, et ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup de langues d'ailleurs, c'est qu'en fait, il y a des spécificités de prononciation qui sont très importantes en arabe, puisqu'il y a des lettres qui existent en arabe et des sons qui n'existent pas en français. Le ra, le ra, le a, le rein, tout ça sont des sons assez gutturaux qu'on ne connaît pas en français, qui d'ailleurs sont assez similaires en espagnol. Il se trouve que moi, comme j'ai été arabophone, en fait, j'ai une partie de ces sons qui existent encore, que j'ai appris étant petit. Et ça, c'est le cas pour toutes les langues, parce qu'en fait, on se forme dès le plus jeune âge en fait, à la prononciation, même si on ne la pratique pas forcément. Donc ça, je l'ai gardé. Par contre, ce qui est très difficile pour moi, c'est effectivement la compréhension, la lecture
et la diversité du vocabulaire, puisque l'arabe de la presse, cet arabe qu'on appelle standard, est en fait assez différent des arabes qui sont parlés dans les différents pays, puisqu'on parle l'arabe libanais, l'arabe marocain, l'arabe égyptien, mais qui sont des langues de la vie de tous les jours, là où l'arabe standard, appelé parfois arabe littéraire, lui est une langue plus élitiste et donc plus difficile d'accès. C'est d'ailleurs, tu fais souvent d'ailleurs référence au livre de Jack Lang là-dessus, qui en parle aussi, qui parle de l'histoire de la langue arabe et de sa complexité aussi. Et je pense qu'au niveau de l'écriture, c'est même encore plus difficile, si je comprends bien. Écrire en arabe, ça relève du vrai défi. Alors, oui et non, parce que l'arabe, d'une certaine manière, a une certaine rigidité, mais est moins rigide que le français dans la construction des phrases. Donc, il y a plus de liberté, enfin, de ce que j'en comprends encore une fois, hein, mais il y a plus de liberté pour pouvoir formuler des phrases. Voilà, effectivement, ensuite, il y a une difficulté, c'est que c'est un autre alphabet, c'est d'autres lettres, c'est un sens de lecture et d'écriture qui est inverse du sens auquel on est habitué en France. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être particulièrement déroutant. Et pour ta fille, alors? C'est une fille et tu n'as pas de deuxième enfant? Okay. J'ai une fille et effectivement, il y a ce tiraillement pour savoir si elle doit être d'abord franco-américaine ou franco-libanaise ou les trois à la fois. What's the plan? Donc, exactement. Pour l'instant, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Donc, je suis preneur de suggestions, bien évidemment. Très bien. En tout cas, pour finir un petit peu cette discussion, je sais que dans ta conclusion, dans la conclusion de ton livre, tu veux finir et tu finis avec un message d'espoir finalement pour cette situation désastreuse de la langue arabe en France. Donc c'est bien ce que tu veux laisser dans nos esprits. Il y a espoir, tu as espoir. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je crois que au fond, l'histoire française, et d'ailleurs, je crois que l'histoire américaine est aussi empreinte de ça, c'est des histoires d'immigration, c'est des histoires de peuples qui se mélangent et qui mélangent leur culture et qui les font siennes. Alors parfois, ça se fait avec douleur, mais à la fin, là-dedans, il y a énormément de mélange. La réalité en France, c'est pas que la France, c'est un pays raciste qui ne supporte personne, c'est qu'en fait, les Français, ils se mélangent, ils se marient avec des gens qui viennent d'autres pays, ils font des enfants qui ont plusieurs cultures, ils leur transmettent des choses, du patrimoine, des recettes de cuisine, des chansons, des films, des histoires de grands-parents. Et cette histoire-là, cette histoire italienne, polonaise, créole, arabe, maghrébine, bretonne, c'est aussi ça l'histoire française. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir de ça, c'est qu'en fait, il y a une opportunité ici, il y a une opportunité de fonctionnement collectif de la société, il y a une opportunité sociale, culturelle, professionnelle pour des enfants, pour des parents, et donc je pense qu'on aurait tout intérêt à la saisir, plutôt qu'essayer de s'enfermer sur une vision un peu caricaturale, un peu fausse, d'une langue française conservée dans du formol, ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs. Oui, et je crois ça rejoint tout à fait ce que je pense, ce que j'écris aussi. Et c'est aussi l'enseignement bilingue, la maîtrise de deux langues, c'est un pont. Voilà, c'est pas un mur comme on peut dans le contexte américain. Tu vois très bien où je veux revenir, mais c'est vraiment un pont. C'est le fait de pouvoir mieux s'entendre, mieux se comprendre, mieux se respecter. C'est aussi, moi je le vois dans l'école de mes filles, qui suivent un programme bilingue en français et en anglais. Mais le fait de pouvoir partager ces deux langues avec leurs camarades, le fait de le vivre ensemble, ce bilinguisme, ce biculturalisme, ce bilettrisme, c'est aussi, ça fait des enfants plus tolérants et plus respectueux l'un de l'autre. Et puis, je crois que c'est le meilleur modèle, en fait, d'enseignement, d'éducation, dans le sens où on crée des citoyens du monde multilingues. Voilà, je ne sais pas si tu rejoins mon... Bien sûr. Non, mais moi, je crois que c'est une de mes chances dans la vie. Avoir une double culture, je pense que c'est ce qui m'a permis de réaliser plein de choses dans la vie, d'être heureux, de comprendre beaucoup de choses, de m'intéresser au monde qui m'entoure. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas d'une double culture, on ne peut pas le faire, mais en tout cas, le fait d'apprendre d'autres langues, c'est pas juste apprendre une langue. Parfois, on a une vision un peu caricaturale qui consiste à dire en France, par exemple, il faut apprendre l'anglais parce que ça va permettre de trouver du travail. Il faut apprendre de l'allemand
enfants parce que ça va permettre d'être dans des bonnes classes, une vision utilitariste des langues. Bien sûr, c'est vrai, ça existe, mais ce n'est pas ça. D'abord, c'est une ouverture au monde, une chance culturelle de comprendre comment d'autres gens vivent, pensent, mangent, dorment, s'aiment. Et ça, c'est quand même absolument formidable parce que ça fait des citoyens, des citoyennes plus éclairés. Et on peut avoir cette vision utilitariste, puisque c'est un peu d'ailleurs ce qui a été exploité comme approche ici aux États-Unis avec des scientifiques qui ont démontré que d'être bilingue, c'est aussi être capable de résoudre des problèmes. Et dans ce cas aussi, et ça a été démontré sur les tests standardisés en maths, les bilingues, des filières bilingues réagissent plus facilement aux problèmes mathématiques, ont de meilleurs scores en maths. Et c'est quelque chose qui est prouvé, démontré dans tous les sens, décortiqué. Et c'est quelque chose dont on entend finalement très, très peu souvent parler. Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi découverte des autres, l'empathie, la notion d'empathie. Ça aussi, on parle souvent d'éducation socio-émotionnelle, mais cette notion d'empathie, elle devrait être centrale à nos enfants, à ce que nos enfants apprennent le fait de partager à la fois les douleurs des autres, mais aussi les bonheurs et d'être au diapason des autres. Et je crois que ça, c'est un sujet aussi bien pour les Français et les Américains qui partagent, je crois, le même travers. C'est celle d'être très nationalo-centré, c'est-à-dire les Américains ont quand même une vision du monde qui part des États-Unis et les Français ont souvent une vision du monde qui part de la France. Et en fait, le fait de pouvoir se décentrer, le fait d'apprendre une autre langue, c'est aussi un outil pour comprendre comment pense l'autre. Et en comprenant comment pense l'autre, en se mettant à sa place, souvent, on a une vision du monde qui est plus complète et qui est plus intéressante aussi. Formidable. Eh bien, je suis très heureux d'avoir pu avoir cet échange avec toi, d'avoir dévoré ton livre. Je ne sais pas si on a des questions, je regarde notre boîte de chat, mais en tout cas, c'était un pur bonheur. Voilà Emmanuel qui refait surface. Merci beaucoup en tout cas pour cette conversation. Mais merci beaucoup à tous les deux. C'était, je pense, très intéressant, très éclairant. Ça nous fait tous penser qu'on parle arabe ou pas, qu'on soit concerné directement par l'arabe, mais on est tous, enfin, en tout cas pour la plupart des lecteurs de French Morning concernés par le bilinguisme, c'est sûr. Et on se rend compte à quel point il y a plus de points communs et de questions communes que de différences finalement, quelle que soit la langue. Et sur voilà, les interrogations identitaires que ça provoque chez les uns et les autres, les questions pratiques sur la transmission. Donc ça, c'est voilà. Mais je pense qu'on a tous beaucoup appris. On a tous envie de lire le livre de Nabil que je vous conseille. Vous pouvez le trouver voilà, dans toutes les bonnes librairies, enfin celles qui sont ouvertes. Oui. Et en tout cas aux États-Unis et en ligne, évidemment, sur frenchmorning.com, il y a un article qui vous renvoie vers un lien pour vous procurer le livre. Je vous encourage à le faire. Encore merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette deuxième session de la Bilingual Fair 2020. Vous pouvez nous retrouver à nouveau demain si vous vous intéressez à la région de Boston et si vous y habitez. Ça sera les écoles de Boston qui feront une présentation demain. Mercredi, on parlera d'apprentissage de la lecture, justement. Là aussi, on est dans la transmission et comment on peut s'assurer de transmettre la lecture quand on a des enfants bilingues ou qu'on veut avoir des enfants bilingues. Les angoisses qu'on a parfois comme parents, on en parlera mercredi. Jeudi 12 novembre, on parlera notamment des écoles publiques à programme bilingue à New York et on retrouvera Fabrice qui sera à nouveau là pour modérer, toujours au rendez-vous. On parlera en Californie, on sera aussi le 12 novembre dans la Silicon Valley, puis la semaine d'après San Francisco, East Bay et Californie du Sud. On sera en Floride le 13 novembre. On sera à Washington DC le 18 novembre, à Seattle le 17 novembre et à Chicago le 20 novembre. J'en ai sûrement oublié, au Texas le 13 et 19 novembre, mais en tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur frenchmorning.com et surtout sur bilingualfair.com, à la fois pour vous inscrire aux conférences, c'est conseillé de le faire avant, et puis pour les suivre en direct, elles sont sur Facebook, sur YouTube. Elles sont partout. Merci encore à tous. À très bientôt. Merci.